Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et nous éclairer ce matin. Vous êtes l'un des philosophes français les plus lus, les plus traduits dans le monde. Lu et j'allais dire désormais regardé et écouté, puisque vous vous êtes aussi emparé de TikTok. Vous publiez des vidéos de philo qui cartonnent sur TikTok et sur YouTube. L'une de vos dernières vidéos a notamment été vue par 5,3 millions de personnes. Il y a de très nombreux sujets dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui, parce que d'abord, au moment où l'on se parle, des débats sur les mots, les pensées, les convictions des uns et des autres dans l'hémicycle auront en quelque sorte droit de vie ou de mort sur certains de nos concitoyens, puisque la loi sur la fin de vie a encore franchi une étape importante hier avec certains articles adoptés, et on s'achemine plutôt vers l'acceptation de cette loi. Vous êtes pour? Je suis pour depuis très très longtemps. Je me bats pour une légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Je suis content de voir qu'on arrive enfin au moment où une loi va être votée, qui sera sans doute beaucoup plus restrictive que ce que je ne souhaite. Mais disons que c'est un premier pas et donc je m'en réjouis. Pourquoi plus restrictive? Quels sont les garde-fous, puisque c'est l'expression qui avait notamment été utilisée par la ministre de la Santé, qui n'imaginait pas cette loi sans garde-fous, sur la lucidité, sur la décision collégiale, sur ces garde-fous vous paraissent excessifs? Non, il faut bien sûr des garde-fous, ça va de soi. Mais ce qui m'étonne, c'est que le débat sur l'euthanasie a été relancé puissamment en France il y a 20 ans à propos du jeune Vincent Imbert. Alors rappelez-vous, c'est un jeune homme de 20 ans, accidenté en moto, paralysé des 4 membres, aveugle et muet. Il ne pouvait plus s'exprimer qu'en bougeant le pouce de la main gauche, je crois. Qui demande à mourir, qui supplie sa mère de l'aider à mourir. Sa mère accepte et donc elle est accusée d'assassinat. Le paradoxe, c'est que 20 ans plus tard, le jeune Vincent Imbert ne rentrerait pas dans le cadre de cette loi. Il ne pourrait pas en bénéficier puisqu'il n'était pas en fin de vie. Il avait 20 ans. Il avait une espérance de vie de 60 ans devant lui. Il n'était même pas malade. Il était en bonne santé, simplement, terriblement handicapé. Paralysé des 4 membres, aveugle et muet. S'il avait souhaité vivre, il va de soi qu'il fallait donner les moyens de vivre le mieux possible ou le moins mal possible. Mais dès lors qu'il décidait d'en mourir, de quel droit l'en empêcher? De quel droit empêcher sa mère de l'aider à mourir? Et donc c'est quand même étonnant que 20 ans plus tard, on fasse une loi, mais qui laisserait le jeune Vincent Imbert dans le même état de détresse qu'à l'époque. Ça veut dire, André Comte-Sponville, que pour vous, la question effectivement de l'irréversibilité, du diagnostic de fin de vie, c'est ça qui limite trop la loi pour vous? Oui, et d'autant plus que les accidentés, ça existe, il y en a pas mal, mais le pire, c'est pas ça. C'est la maladie d'Alzheimer. Il y a 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer rien qu'en France chaque année. 225 000 nouveaux cas chaque année. Or, il y a 2 exigences dans cette loi qui vont en exclure les malades d'Alzheimer. Parce qu'on leur demande qu'ils soient maîtres de leur discernement. Et c'est une demande tout à fait légitime. Et donc, en fin de vie, ils ne pourront plus bénéficier de cette loi, puisqu'en fin de vie, Alzheimer, on n'est plus lucide. Mais s'ils demandent à mourir avant du temps où ils sont encore lucides, quand ils viennent d'être diagnostiqués au début de la dégradation, on leur dira « vous n'êtes pas en fin de vie ». Effectivement, au début d'Alzheimer, on a plusieurs années devant soi de vie. Et donc, soit ces 2 exigences ensemble excluent en pratique les 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer chaque année. Ça veut dire, André Comte-Sponville, que pour vous, si on reste sur le cas des malades d'Alzheimer, ceux qui sont déjà effectivement en perte totale de lucidité, de fait, vous ne souhaitez pas que l'on les euthanasie. Sauf directive anticipée. S'ils ont demandé à ce qu'on mette fin à leur vie le jour où ils ne reconnaîtraient plus leurs enfants, que sais-je, il faut respecter les directives anticipées. C'est-à-dire, directives anticipées qui serait quoi? Qui serait de dire, lorsque je ne suis plus capable de reconnaître mes proches? À quel moment vous pouvez accepter cela? À quel moment est-ce que vous vous dites, ça, c'est une directive qui est entendable? Je laisse au législateur le soin de rentrer dans les détails. Moi, je ne suis pas juriste, mais on peut fixer certains critères. Par exemple, le jour où je ne reconnaîtrai plus mes enfants. Moi, mon père est mort Alzheimer. Un jour, il m'a demandé « Comment va ton père ?»
Je lui dis, mais mon père, c'est toi. Mais sauf qu'elle ne s'en souvenait plus, si vous voulez. Alors, quand on n'est pas en état de reconnaître ses enfants, on pourrait envisager des directives anticipées qui disent, voilà, le jour où je ne reconnais plus mes enfants, je préfère mourir. Et puis, on peut déléguer à une personne, son conjoint, ses enfants, que sais-je, le droit de décider à notre place le jour où nous ne serons plus en état de décider nous-mêmes. Toujours est-il que je trouve quand même dramatique qu'on fasse une loi qui, encore une fois, est un progrès. Je suis pour cette loi, mais qui exclut et le cas du jeune Vincent Humbert et qui exclut les 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer chaque année. André Comte-Sponville, les religieux, les responsables, catholiques, musulmans, juifs, ont ensemble signé un texte contre cette loi sur la fin de vie. Et il parle notamment d'un dévoiement de la fraternité, du fait de renoncer aux soins à l'autre. Aider à mourir revient à tuer. Ça, ce sont les mots du cardinal François-Xavier Bustillo, le cardinal corse, qu'on a beaucoup vu notamment au moment de l'arrivée du nouveau pape. Aider à mourir revient à tuer. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est les mêmes qui étaient contre la loi Veil, et qui sont d'ailleurs toujours contre la loi Veil. Mais ils ont tout à fait le droit de s'interdire pour eux-mêmes l'avortement. Mais de quel droit est-ce qu'ils prétendraient interdire l'avortement à des gens qui n'ont ni leur religion ni leur morale? Au droit de ce que eux estiment être le droit des plus vulnérables qui ne peuvent pas l'exprimer. Mais la République doit protéger les plus vulnérables, mais sans annuler pour autant leur liberté. Et la liberté de celui qui veut mourir parce qu'il est terriblement malade ou terriblement handicapé, personne ne peut la protéger, sauf une décision collective, qu'une décision de la République. Et donc la République est au service de tous et de la liberté de tous. Et tant pis si les églises ne sont pas d'accord. Encore une fois, on n'obligera aucun chrétien, musulman ou juif à demander l'euthanasie pour lui ou pour ses proches. Mais qu'elle nous laisse la liberté de décider de notre vie. Si je suis maître de ma vie, je dois pouvoir l'être aussi de ma mort si je le souhaite. La question, c'est aussi les dérives qui ont pu être dénoncées dans certains pays, comme le Canada, par exemple, où aujourd'hui, 10% des morts le sont par l'usage de l'euthanasie ou du suicide assisté. Une partie dit que ce sont notamment les plus modestes, les plus pauvres, ceux qui, au fond, se disent « je vais peser sur mes proches ». Est-ce qu'il y a ce risque de se dire, au fond, je ne veux plus peser sur mes proches? Mais il est certain que si je commence une maladie d'Alzheimer, le souci de ne pas imposer ça à mes enfants sera une raison, entre autres, de ma décision. Il y en a d'autres, mais ça compte. Et on a le droit de vouloir préserver ces enfants de cette souffrance, de ces années de galère et de soucis. Encore faut-il que ça soit une loi de liberté. Donc il faut faire en sorte que les gens ne décident pas de mourir parce qu'on fait pression sur eux. Et c'est pour ça qu'on a besoin de garde-fous. Mais il faut que ce soit une loi de liberté, comme était la loi Veil sur l'IVG, et une loi d'égalité. Parce que, vous savez, moi, il y a un peu plus de 20 ans, pardon, que dis-je, un peu plus de 50 ans, j'avais 20 ans. Je suis parti en Angleterre, à Londres, avec ma jeune compagne de l'époque qui était enceinte et qui avait décidé d'avorter. Maintenant, ça paraît surprenant qu'on doive quitter son pays pour profiter d'une liberté. Mais à l'époque, l'avortement était interdit en France. Nous sommes donc partis en Angleterre. L'idée que dans quelques années, je doive partir en Suisse ou en Belgique pour décider de mourir parce que je suis atteint de telle ou telle maladie très lourdement handicapante, ça veut dire que pendant toute ma vie, à 20 ans et à 75, 80 ans, il a fallu que je quitte la France pour être libre. Donc il faut une loi de liberté et une loi d'égalité. Parce que chacun sait bien que les plus riches aujourd'hui, qui seront atteints de telle ou telle maladie très grave, auront les moyens d'aller dans d'autres pays. Mourir, soit dans une clinique de luxe, où on ne leur posera pas trop de questions, soit en allant en Suisse ou en Belgique. Mais les plus pauvres n'en bénéficient pas. Et donc actuellement, il y a un risque de mort à deux vitesses. Une mort de luxe pour ceux qui pourront bénéficier de cette liberté et les autres qui mourront en EHPAD ou à l'hôpital. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un risque de vivre à deux vitesses? C'est-à-dire que vous avez parfaitement raison sur le fait qu'il faut désormais des sous lorsqu'on veut aller en Suisse ou en Belgique et que seuls ceux qui en ont le font. Mais à l'inverse, a-t-on aujourd'hui une véritable santé ou un véritable accès aux soins en toute liberté? Pour qu'il y ait cette liberté, encore faut-il que les soins, l'accès aux soins palliatifs par exemple, l'accès au soulagement de la souffrance soient les mêmes pour tous.
Bien sûr, est-ce le cas aujourd'hui? C'est pour ça qu'il faut développer les soins palliatifs. Alors, ils ont fait 2 lois différentes, je pense qu'une seule aurait suffi, mais les 2 problèmes sont liés. Évidemment, il faut généraliser les soins palliatifs de telle sorte que celui qui demande à mourir ne le demande pas parce qu'on a été incapable de maîtriser soulager sa sa souffrance. Il faut d'abord soulager la souffrance. Mais il n'y a pas que la souffrance physique, il y a aussi la tristesse du handicap, de l'extrême vieillesse. On a le droit d'en finir, c'est aussi bête que ça. Moi, mon ami Roland Jacquard, journaliste très talentueux et très connu, a décidé de mourir le jour de ses 80 ans. Il se trouve que j'ai dîné avec lui 2 ou 3 semaines avant son suicide. Il était d'une gaieté, d'une drôlerie formidable. Alors, je m'étonnais qu'il aille si bien. Il me dit, écoute, je suis très content. Un ami mexicain m'a enfin donné le produit létal. Je sais que maintenant, je peux mourir quand je le veux. Ça faisait des années qu'il annonçait son suicide. Et c'est une raison de joie, vous voyez. Et j'ai passé avec lui une soirée délicieuse, de bonne humeur, de liberté d'esprit. Mais il avait un ami mexicain qui lui a fourni cette drogue. D'autres vont aller le chercher sur le dark web. Mais pourquoi est-ce que mon médecin n'a pas le droit de m'aider à mourir si je le souhaite? C'est la ciguë du philosophe. Mais vous le dites avec beaucoup de sourire. C'est d'ailleurs extrêmement plaisant de ce point de vue-là. Et en même temps, on se dit, mais est-ce que tous ont cette même liberté de le choisir après une vie de sérénité? Pour l'instant, non, tous ne l'ont pas, puisqu'on ne peut pas mourir. Le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'en France, aucune loi n'interdit le suicide. On a le droit de se suicider. Mais on interdit l'assistance au suicide. Si bien que, imaginez que je sois en début d'une maladie d'Alzheimer ou que j'ai fait un AVC, que je sois très lourdement handicapé. Si je veux mourir, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut faire comme le philosophe Gilles Deleuze, immense philosophe, atteint à 70 ans d'une insuffisance respiratoire très grave, qui décide d'en finir? La seule façon qu'il a trouvée, ça a été de se jeter par la fenêtre du 5e étage où il habitait. Mais qui a envie d'une mort pareille? Est-ce qu'il faut aller se jeter sous un train pour paralyser des milliers de gens pendant des heures? Pourquoi est-ce que mon médecin n'a pas le droit de m'aider à mourir si je le lui demande pour de bonnes et respectables raisons? C'est ça le paradoxe. Et donc, on a le droit de se suicider. Pourquoi est-ce qu'on interdit à nos médecins, encore une fois, quand c'est pas pour une dépression, un chagrin d'amour, mais parce qu'on est gravement malade, très lourdement handicapé ou en état d'extrême vieillesse, pourquoi est-ce qu'on interdit à mon médecin de m'aider à mourir? Comment vous voulez mourir, vous? Le plus tard possible. Le plus vite possible. Je souhaite que ça ne dure pas pendant des mois d'agonie, sans souffrance, mais pas forcément volontairement. Si je meurs pendant mon sommeil, ça me va très très bien. Moi, j'aime la vie. Mon propos, c'est pas de mourir. Simplement, j'aime la vie et la liberté. Et donc, je souhaite que ma vie reste libre jusqu'au bout. Or, pour que la vie soit libre, il faut que j'aie le droit de l'arrêter. J'en profiterai ou pas, vous voyez, mais vous n'avez pas choisi de vivre. Mais vous êtes libre de vivre parce que si vous vouliez mourir, vous pourriez. Autrement dit, la possibilité du suicide fait de toute notre vie un acte de liberté. On n'est pas condamné à vivre. La porte est ouverte, comme disait Épictète dans l'Antiquité. On a le droit de s'en aller. Vous savez, c'est la jolie formule de Montaigne dans les Essais. Montaigne écrit « Le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs ». La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller. Voilà. On a le droit de partir. On a le droit de décider d'en finir. Personne n'est obligé de le faire. Et donc, il faut bien sûr s'interdire toute pression dans ce domaine-là. Mais moi, je suis un libéral. Je suis pour la liberté de vivre et donc pour la liberté de mourir, si je le souhaite, et seulement si je le souhaite. Et d'ailleurs, André Comte-Sponville, vous avez cité Montaigne, et c'est aussi le nom de votre dernier livre, La clé des champs et autres impromptus. C'est aux éditions PUF. Il y a un mot, vous dites beaucoup liberté. Il y a un mot sur lequel je voudrais m'arrêter un instant, qui est le mot de dignité. C'est l'argument principal des défenseurs de cette loi qui disent qu'il faut pouvoir mourir dans la dignité. Est-ce à dire que mourir autrement, accepter une forme de dégradation, peut-être même une forme de souffrance, c'est indigne? Non, mais c'est pour ça que c'est une très mauvaise appellation. Moi, Vous n'êtes pas d'accord avec ce terme? J'ai beaucoup de sympathie pour l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, mais je leur ai toujours dit que leur vocabulaire n'était pas le bon. Parce que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. Autant dit, par définition, le mourant, le grabataire, le très lourd handicapé, il a exactement la même dignité que vous et moi, qui sommes pour l'instant en bonne santé. Donc c'est pas une question de dignité, c'est une question de liberté. Voilà. Et il faut se battre pour la liberté et pour l'égalité. Et donc il faut que chacun puisse bénéficier bien sûr des soins palliatifs quand ils peuvent suffire.
mais aussi qu'on respecte sa liberté d'en finir si c'est ce qu'il décide. André Comte-Sponville, je sens face à moi un homme à la fois combatif, mais aussi très serein. Vous êtes un homme serein. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas toujours été? Non, je suis plutôt un anxieux de tempérament, mais je suis serein face à la mort. Peut-être. Non, mais parce que c'est la chose la plus simple, la mort. De quoi avoir peur? Pour moi qui suis athée, la mort, c'est rien. Avoir peur de rien, c'est pas très raisonnable. Et donc, j'ai des tas d'inquiétudes dans la vie, y compris pour ma santé, pour celle de mes enfants encore plus. Mais c'est vrai que vis-à-vis de la mort, je me sens tout à fait serein. Vous savez ce qu'écrivait joliment Montaigne: si tu ne sais mourir, ne t'en fais pas. Nature t'en informera sur le champ, pleinement et suffisamment. Autrement dit, on va tous réussir à mourir. La question n'est pas de savoir si on veut vivre ou mourir. Tout le monde préfère vivre, et moi le premier. Mais puisqu'on mourra de toute façon, qu'on choisisse éventuellement le moment, mais aussi les conditions de sa mort, ça fait partie de la liberté. C'est pas l'essentiel de la vie. L'essentiel, c'est pas la mort, c'est la vie, bien sûr. Mais encore une fois, si j'aime et la vie et la liberté, je souhaite que ma vie reste libre jusqu'au bout. Est-ce que vous en parlez avec vos enfants? Vous Oui, venez de les évoquer. Comment on en parle à ses proches? Ils savent que je préfère mourir qu'être en état de dégradation intellectuelle avancée ou d'être tétraplégique. Leur avez-vous demandé d'aller jusqu'à éventuellement activement vous aider à mourir s'ils estiment, vous connaissant, que c'est le moment? Non, parce que je pense que les enfants ne sont pas le mieux placés pour le faire. Je n'ai pas envie de leur imposer cette charge-là. Ça m'est beaucoup plus léger de le demander à mon médecin, avec qui j'ai des rapports cordiaux, mais pas plus, que le demander à mes enfants. On ne doit pas faire peser sur l'entourage, sur les proches. Chacun fait comme il peut, mais c'est vrai que les enfants sont mal placés, et puis c'est des relations toujours un petit peu ambivalentes. Et donc, moi, je pense effectivement que les médecins sont mieux placés pour accompagner leurs patients jusqu'au bout. C'est ça. Et puisque la mort fait partie de la vie, c'est pas moi qui décide de mourir. On mourra de toute façon. Vous avez évoqué la mort de votre père. Votre mère, et vous l'avez souvent dit, était une femme dépressive, malheureuse. Vous avez dû vivre avec ce malheur, cette tristesse, et elle a fini par se suicider. Est-ce que cela a marqué aussi? Comment avez-vous vécu la tristesse? Vous en avez beaucoup parlé, mais le suicide de votre mère? Non, mais je l'ai vécu comme un immense chagrin, évidemment. Et d'ailleurs, pour moi, elle ne rentre pas dans le débat du jour, si je veux dire, parce qu'elle était dépressive. La dépression est une maladie qui se soigne. Et on a d'ailleurs fait de formidables progrès. Vive les antidépresseurs. Vous savez qu'une dépression sur 2 en France n'est pas soignée. C'est le paradoxe. Il y a à la fois un abus de psychotropes et en même temps, une dépression sur 2 n'est pas soignée. Donc ma mère était malade. Peut-être qu'aujourd'hui, on l'aurait sauvée grâce justement au progrès de la médecine, si vous voulez. Il n'en reste pas moins que mon père, qui est mort Alzheimer, aurait préféré s'éviter et nous éviter les dernières années. Vous savez, quand j'ai accompagné mon père dans sa maison de retraite, il devait avoir à peu près 80 ans, il avait toujours vécu en maison, peut-être dans des pavillons. Et là, il arrive dans une maison de retraite, je l'entends murmurer « je préférerais crever ». J'ai été lâche, j'ai fait semblant de ne pas entendre. Donc dans cette maison de retraite, avec sa femme, qui est une femme merveilleuse, mon père a commencé à ne plus manger. Il ne mangeait plus. Et donc, il était déshydraté, il allait mourir. Que fait sa femme? Elle appelle le médecin. Que fait le médecin en constatant la déshydratation? Il le fait hospitaliser. On le met sous perfusion. Et on lui a offert, si j'ose dire, 4 ou 5 ans d'hôpital dans un service d'Alzheimer où c'était d'une tristesse à pleurer. Fallait-il ne plus le nourrir? Fallait-il le laisser ne plus... Non, mais c'est une question profonde. Fallait pas le laisser mourir de faim. En réalité, se pose, j'imagine, à très nombreuses personnes qui nous regardent. Fallait pas le laisser mourir de faim, mais s'il avait dit à son médecin, parce que la loi le permettait, écoutez, moi j'en peux plus, je veux pas vivre ça, je veux pas de cette vieillesse-là, pourquoi diable son médecin n'aurait-il pas le droit de l'aider à mourir? Et donc, ma mère était une dépressive, il fallait soigner les dépressions. Mon père était un très vieil homme atteint de maladie d'Alzheimer. Il me semble qu'on aurait pu l'aider à mourir. À l'époque, la loi l'interdisait. Je crains que la nouvelle loi l'interdise encore, mais c'est déjà un progrès. Votons cette loi. Je suis certain que dans 10 ou 20 ans, on en fera une autre qui sera un peu moins restrictive parce qu'elle sera un peu plus libérale et c'est tant mieux. Merci André Comte-Sponville d'être venu avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes philosophe, essayiste, écrivain. Votre dernier livre s'appelle précisément La clé des champs. Il est 8h50.